Allez, va. Allez, va. J'ai toujours aimé le football. À l'époque, je voulais être footballeur et prêtre en même temps. Je voulais par là aider ces milliers et millions de supporters en Argentine et si possible être un modèle pour eux aussi. Quand vous êtes reconnu dans les sports surtout, vous avez une grande influence auprès des supporters. C'est dommage qu'il y ait tellement de sportifs extraordinaires et que dans la vie quotidienne, ils ne sont pas un grand exemple pour les autres. C'est dommage. Ma famille vient de la Slovénie. Ils ont dû émigrer en Argentine en 1948. C'est là où j'ai dû vivre mon enfance, qui était surtout marquée par une certaine pauvreté. Aussi pauvreté dans ma propre famille, où j'ai dû travailler à partir de 10 ans. À chaque vacances, mon père m'amenait dans les chantiers où j'ai appris le métier de maçon très jeune et que ça m'a servi beaucoup. Plus tard. Quand je me suis décidé à devenir prêtre, j'ai pensé qu'il y avait des endroits plus pauvres que celles que j'ai vues en Argentine. J'ai reçu une lettre où on avait besoin de volontaires pour la mission de Madagascar et j'ai dit oui, d'accord, j'y vais. J'ai vécu déjà avec cette population une expérience vraiment extraordinaire et j'ai voulu revenir comme prêtre. Et je suis retourné en Europe pour étudier à Paris les 3 années de théologie. Là aussi, j'étais un peu conquis par la France et je me suis fait beaucoup d'amis. Quand j'étais ordonné prêtre, j'ai décidé volontairement, oui, de retourner à Madagascar. Et là, c'était vraiment une nouvelle vie qui commençait pour moi. J'étais 15 ans dans le sud-est et là j'ai vécu une histoire extraordinaire où j'ai compris un peu l'âme malgache. Et après, ma congrégation de Saint-Vincent-de-Paul m'a demandé de prendre en charge la maison de formation de nos futurs prêtres à Madagascar. Et j'ai accepté. J'étais assez malade à l'époque, même très malade. Je pensais que ça va être pour moi un grand repos de monter à la capitale. Et ce repos-là était un repos un peu différent de ce que je m'imaginais. En avril 1989, quand j'ai vu sur les rues de Tana des milliers de personnes, des enfants qui étaient sur le trottoir, qui étaient dans les marchés, ceux qui étaient à la décharge, eh bien j'ai trouvé ça tellement
révoltant. Je trouvais ça, c'est là tellement inhumain que je me suis dit tout de suite, ici, il faut faire quelque chose. Tout a commencé ici. Il y a 10 ans, nous avons trouvé dans cet endroit, dans cette décharge, plus d'un millier d'enfants qui vivaient des ordures avec leurs parents. Quand nous les avons trouvés ici, ces familles-là, ils nous ont dit, nous sommes vaincus par la misère. Nous sommes désespérés. Alors nous, on les a dit, mais si vous avez encore un peu de souffle de vie dans votre corps, vous pouvez vous mettre debout. Vous êtes capable de préparer un avenir meilleur pour vos enfants. Vous pouvez prendre votre destin en main. Voilà ce qu'on les a dit. Dès le début, j'ai mis les cartes sur table. J'ai dit, je ne viens pas vous assister. Je n'ai pas d'argent pour partager, mais je peux vous donner du travail. Ensemble, nous allons créer des emplois. Bon, on va créer des petites coopératives, des lieux de travail, pourquoi pas entreprises, mais jamais assister. Au début, notre idée, c'était que la meilleure solution à la pauvreté urbaine, c'était amener les gens dans un retour à la terre, les faire aimer la terre. Et là, nous avons lancé l'appel, ceux qui veulent venir, qu'ils viennent, nous allons construire un village à la campagne. Mais le problème, c'était le financement. Et le financement, quand j'avais demandé un financement assez important en Europe, et ça tardait à venir, j'ai téléphoné, j'ai dit, mais écoutez, c'est un projet où il s'agit de vie ou de mort. Et ils m'ont répondu, écoutez, messieurs, déposez votre demande et attendez. Alors là, j'ai compris qu'il fallait aller frapper d'autres portes. Et là, je suis allé moi-même mendier dans les communautés religieuses de Tana. Je suis allé au moins à une dizaine de communautés religieuses. Je les ai exposé le projet parce que ces communautés religieuses étaient les témoins des milliers de mendiants qui passaient à leurs portes. Et il dit, bon, si ce père-là, s'il ose faire ce projet-là, s'il ose s'embarquer dans cette aventure un peu impossible, bon, ben, donnons-lui ce qu'il a besoin. Et j'ai eu les premiers 20 millions de francs malgaches en commandant ici, dans les communautés religieuses de Tana. Au mois de mai en 1989, quand je suis monté pour la première fois dans cette colline de Ambouy-Maïtz, il y avait là quelques centaines de familles qui croupissaient dans une misère indescriptible. C'est à partir de là que nous avons convaincu 70 familles qui sont parties en Toulouse-Nahar, dans la nouvelle terre que nous avons trouvée dans la campagne. Ceux qui sont restés là, ils nous ont dit, et nous, est-ce qu'on va rester, vous allez nous oublier? Et ils ont dit, nous aussi, on sait travailler, mais nous, on veut rester en ville. Alors, avec eux, on a commencé à travailler, à construire des maisons en briques. Et c'est là où nous avons rebaptisé ce petit village Manantenasu, qui veut dire lieu d'un nouvel espoir. Et à partir de là, plusieurs villages sont nés. Mangarivcha, Matsinzu, Matazana, Luvasu, Bemasuanzu.
Les difficultés que nous avons trouvées pour créer ce village de Manantinasu, c'était d'abord de l'ordre, difficultés d'ordre humain, parce qu'il y avait tellement de gens qui sont commencés à venir ici, parce qu'ils ont entendu quelqu'un reçoit les sans-abri. Tout d'un coup, on se trouve avec des dizaines de familles par jour, et sans moyens logistiques, sans argent, et bien voilà, c'était les premières difficultés. Nous étions déjà sur une colline. Et pour nous, c'était toujours le travail, la base de toute réinsertion. Nous avons vu qu'il y avait du granit. Alors je les ai proposé, commençons par casser ce granit, faisons de gravillons, faisons de moellons, des pavés. Eh bien, on a commencé. Et je vous assure que c'est un travail très dur. Nous avons dans nos deux carrières à peu près 1200 personnes qui travaillent, dont la majorité sont des femmes. Une femme qui travaille toute la semaine à la carrière, elle gagne 20 francs français. Et elle travaille toute la journée, du matin au soir. Un homme gagne un peu plus parce qu'il fait les moellons, le pavé, jusqu'à 70 francs français à la semaine. Ici, nous avons voulu réaliser la même vie que partout ailleurs. Pour chaque travail, il faut qu'une personne reçoive un salaire. Nous avons créé des emplois et nous avons rémunéré tous ceux qui font cet emploi-là. Nous avons aussi créé des ateliers de broderie, de confection, d'artisanat. Là, nous avons à peu près 500 femmes qui travaillent dans ces ateliers-là. Malheureusement, il n'y a pas assez de débouchés de tout ce qui est travail manuel. Nous sommes en train de réparer ces barrages qui étaient pour nous capital pour pouvoir continuer à créer de nouvelles rizières. Ces barrages-là, nous l'avons fait avec nos propres moyens. Et maintenant, il y a une fissure. Alors nous sommes en train de nettoyer toutes les pierres autour pour voir la fuite et pouvoir bétonner cette fuite. Nous sommes ici en Toulouse-Nahar et c'est notre premier village créé avec les premières familles sans abri. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien. Il y avait un chemin qui était souvent emprunté par les voleurs de bœuf. Et en nous implantant ici, nous avons barré les chemins. Depuis, il y a très peu de vols de bœuf dans la région. Alors ici, nous avons commencé avec des maisons en bois, des maisons provisoires. Et ces maisons en bois provisoires, nous les avons remplacées avec de vrais logements. Ce sont les logements que nous avons faits nous-mêmes avec nos familles. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont presque de vrais maçons.
Ils ont appris un métier en plus. Bien sûr, ils ne délaissent pas le travail de la terre parce que leur principale subsistance est toujours la récolte de riz. Nous avons eu beaucoup de problèmes de santé de tous les bétails que nous avons élevés ici. Mais ces gens-là, ils ont eu un grand courage de continuer malgré toutes les difficultés qu'ils ont trouvées. À partir de ce projet, il y a 82 villages des alentours qui bénéficient de l'arrivée de ces familles sans abri. Nous avons ici l'école primaire, l'école secondaire, le dispensaire. Nous avons ici une coopérative de paysans. On a aussi des infrastructures sportives, la gendarmerie. On a presque tout ce qu'il faut pour y rester dans la campagne. Et cet endroit-là, aujourd'hui, c'est comme un modèle de développement dans la campagne. Nous avons insisté aussi sur l'environnement. Et cette année, par exemple, nous avons planté plus de 50 000 arbres. Nos enfants de l'école d'Antunes Zanari, tous les vendredis, travaillent. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Problèmes d'ordre humain, d'ordre matériel, problèmes de discipline. Discipline, les gens qui viennent, ils promettent tout. Ils disent oui, on va travailler, nous allons scolariser nos enfants, nous allons accepter la discipline. Mais ils étaient habitués dans la rue à une vie sans loi. Et après un certain temps, quand ils se sont habitués chez nous, ils voulaient refaire la même vie que dans la rue. Nous étions aussi 2 fois attaqués par des bandes de bandits armés. Ils nous ont volé une fois la paye de 3000 ouvriers. C'était dur. Une deuxième fois aussi, de bandes armées, ils nous ont aussi volé la recette d'une semaine de carrière. Alors, c'était des moments difficiles. Après, il y avait l'épidémie de la peste, le choléra. Mais malgré tous ces moments difficiles, ce qui reste, c'est les bons souvenirs. La Kamashua, c'est un mouvement de solidarité. C'est un poignet de jeunes, des adultes, de religieux, religieuses, qui se sont donné la main pour combattre l'exclusion, la pauvreté. Et c'est vrai, Dieu m'a donné
un charisme spécial de pouvoir commencer ce travail, mais j'ai compris tout de suite qu'un travail si grand, on ne peut pas le faire seul, qu'il fallait tout de suite s'entourer de jeunes du pays qui sont sensibles à cette misère, à cette pauvreté. Et j'ai eu la chance de trouver ces jeunes-là. Nous n'avons pas commencé par composer un bureau, on a commencé d'abord par travailler. Et c'est dans la vie quotidienne, dans la relation avec les pauvres, où j'ai découvert qui sont ceux qui étaient les plus sincères dans leur démarche. 281 250 le 4 mètres cubes 500. Eh bien, il y a aujourd'hui des dizaines de jeunes qui m'ont approché au début et qui sont toujours là. Ce sont à Kamasou. Ce sont vraiment les bons amis. À mesure que nous avons grandi, que les médias se sont intéressés à nous, nous avons reçu plein de lettres de l'extérieur, de France, d'Europe, où de jeunes Européens veulent faire partie de cette association et travailler pour Madagascar. Je voudrais seulement expliquer aux jeunes Européens que dans le tiers-monde, dans les pays pauvres, il y a aussi des jeunes qui sont capables de lutter contre la pauvreté, qu'à ces jeunes-là, il faut leur donner les moyens pour qu'ils puissent réaliser ce travail-là. Ces jeunes-là connaissent leur pays, leur mentalité, la langue, leur histoire, connaissent leur peuple. Alors, mais nous ne nous sommes jamais enfermés sur nous-mêmes. À Kamasou, nous avons toujours eu 3, 4, 5 volontaires, bénévoles d'Europe. Au début, on a travaillé surtout pour l'association pendant à peu près 2 ans, tels que escalier, table-banc, bureau de professeur, armoire. Et maintenant, depuis à peu près 6 mois, nous travaillons pour l'extérieur. Donc, nous sommes amenés à faire un petit peu tout ce qui est travail de boiserie, menuiserie. Ça peut être des tables de salle à manger, des bibliothèques. Donc, on est amené à faire beaucoup de choses très différentes maintenant qu'on a des jeunes qui sont là depuis 2 ans et qui travaillent très bien et qui peuvent produire. Kg 840. Allez maman. Je pèse les bébés régulièrement et les mamans volontiers viennent pour la peser parce qu'ils s'aperçoivent que c'est à travers cette pesée que l'enfant grossit ou maigrit et donc il y a une anomalie quand l'enfant maigrit. Allez papa, ils ont grossi tous les deux, c'est bien. Très bien. Voilà. Je pense que c'est un divertissement pour eux de me saluer et pour moi aussi, c'est une joie réciproque. Le problème de la natalité, il est important ici. Beaucoup de parents ne connaissent pas leurs responsabilités et ils agissent d'une façon trop naturelle. 6 000 enfants scolarisés dans nos écoles, c'est très lourd pour nous, mais nous n'avons pas notre choix que de les aider à avoir un minimum d'instruction.
Dans notre éducation scolaire, nous avons commencé à la base avec la crèche, avec des enfants de 3 à 5 ans. Après, nous avons aussi créé les maternelles et l'école primaire. La cantine fait partie de l'éducation et ça fait partie de notre scolarisation. Il faut leur donner ce petit repas de midi. Et c'est par cette cantine-là aussi que nous avons conquis ces enfants. Et que le parent, ils disent, bon, mon enfant, il va manger au moins une fois par jour. La cantine va de la crèche jusqu'à la secondaire. Leurs parents sont tous des ouvriers pauvres. Et s'il rentre chez lui, mais il va trouver personne dans sa maison. Alors tout le monde est un peu dans le même cas, même s'il est grand. Après l'école primaire, nous avons commencé l'école secondaire jusqu'au niveau de BEPC. Pour les jeunes qui sont plus avancés, et ceux qui sont en classe de première et classe de terminale, nous les envoyons à l'extérieur. Et cette année, nous allons avoir 2 jeunes qui passeront le bac. Avant d'être à Kamasu, j'avais 14 ans et je faisais de petits boulots pour gagner de l'argent et pour aider ma famille. Nous sommes parmi les premiers à Kamasu qui passeront le bac le mois de juillet prochain. Je suis en vacances, je travaille ici à la carrière. J'ai très souvent besoin de quelque chose de très nécessaire à la classe, comme des cahiers, des stylos par exemple. Après mon bac, je voudrais continuer mes études à l'université, le filière d'histo-géo. Quand je réussirai le bac, je continuerai mon étude à l'université parce que j'aime bien l'informatique et ça c'est très important pour moi. Pour la question de santé, nous avons fait un effort très important. Nous avons vu que les gens sont venus toujours dans un état de santé vraiment très fragile. Et ils ne pouvaient même pas travailler. Et heureusement que Médecins sans frontières nous ont aidés les 3 premières années à démarrer ces dispensaires. Et surtout quand il y avait des épidémies, Médecins sans frontières, ils ont toujours répondu présent. Je suis venu à Madagascar en tant que prêtre missionnaire, mais je sens que c'est un devoir de promouvoir la justice d'abord, la justice sociale. Et cette justice sociale, je pense qu'il fait une partie très importante de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu dans le vent, au-dessus des nuages. Nous prêchons la parole de Dieu aux hommes concrets. Et ces hommes, ils souffrent. Ils n'ont pas les choses les plus élémentaires. Devant cette situation-là, je dois m'engager. Et à Kamasu, nous n'avons jamais demandé à aucune personne, aucune famille, de quelle religion est-elle. Mais nous les avons toujours accueillis.
mais je ne peux pas renier ma foi. Je les invite tous les dimanches, venez à prier. Nous avons besoin de nous aider les uns les autres. La vie déjà est tellement difficile. Eh bien, cette prière de dimanche matin, ça nous donne à tous un élan, une joie dont nous avons besoin pour lutter dans la vie quotidienne. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail de promotion sociale. L'Église catholique, les églises protestantes, ils font un travail extraordinaire à travers tous les territoires de Madagascar. Nous avons voulu manifester, exprimer par ces dessins notre théologie du travail. Ici, la Sainte Famille, c'est la grotte de la Sainte Famille, toute la famille travaille. Saint Joseph, qui est d'habitude charpentier, chez nous, il est devenu maçon, parce que c'est le problème des logements qui était pour nous le plus important ici. Alors, le petit Jésus, il est à la carrière. C'est parce que c'est dans la carrière que nous avons eu le plus grand nombre d'ouvriers et qui travaillent très dur. Alors Jésus fait un pavé, il fait le moellon. Et là, nous avons la Vierge Marie qui fait de l'artisanat. Nous avons ici, à Kamashu, 500 femmes qui font de l'artisanat. Alors voilà, elle fait ce travail-là et encourage nos femmes à faire bien leur travail. Ito na, panawa na. Hier, dito na hier. C'est ici où les sans-abri de la ville se sentent chez eux. Tous ces gens, maintenant, ils attendent que quelqu'un puisse les donner un coup de main. Et ils souffrent ici, ils souffrent énormément. Nous essayons d'être le plus près d'eux, mais nous ne pouvons pas non plus nous substituer aux autorités municipales, aux autorités de l'État. Ici, il y a une responsabilité à prendre. Et notre présence aujourd'hui, c'est les encourager. Nous n'avons jamais rien promis à ces familles-là. Mais par notre présence, avec tous ceux qui m'aident dans ces visites, eh bien, nous voulons leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'un espoir est possible toujours.
Cette dame a perdu son mari il y a 1 mois et demi. Il est mort suspect de choléra. Il était enseveli comme tout le monde dans une fosse commune. Alors, ils sont quatre enfants. Hein? Ils sont tout seuls maintenant. Alors, des cas comme ça, il y en a par centaines. Alors, cette femme-là, tout seule, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, elle survit dans la rue en ramassant, en faisant des tris, des ordures. Peut-être qu'il mendie aussi. Alors, on va essayer par toutes nos forces de la sortir de là. Si elle veut, nous devons faire quelque chose pour elle et tous ces enfants-là. Si on laisse cette famille-là ici maintenant, ils vont s'habituer à la misère. L'homme s'habitue à tout, au pire même. Alors, ces enfants-là, plus tard, ils sont des mendiants, peut-être des malfaiteurs. Et cet enfant-là n'a pas demandé de naître dans la rue. Et pourquoi refuser à cette femme-là, à ces enfants-là, une aide? Pourquoi on va les laisser dans la rue? Nous n'avons jamais le droit de refuser une famille pauvre. Voilà, c'était un peu l'esprit qui nous habitait dès le début de notre aventure dans l'association d'Akamatsu. Et nous voudrions continuer dans cet esprit-là. Bien sûr, cette force-là nous vient d'abord de notre conviction, de notre foi, mais aussi par les moyens que les gens à travers le monde nous ont donnés pour pouvoir aider à ces milliers de familles à se réhabiliter. Ici, c'est le marché des pauvres. Tout se vend. Ici, rien se perd. Et je suis souvent étonné à quoi ça sert, toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, même qui étaient déjà jetées plusieurs fois, ils ont une valeur. Et il les vend. C'est une montre à jeter. Ce monsieur le voit, il la regarde un peu, il voit qu'il y a encore des pièces, il va l'acheter. Alors voilà une personne qui on peut dire qu'il s'est formé lui-même. Il est capable de réparer cette montre à jeter. Hein? Voilà la débrouillardise des pauvres. Hein? Ça, alors je dis ça, super, chapeau, hein? Bravo. Hein? Alors nous avons actuellement à peu près 900 familles qui vivent dans des maisons en bois. Et nous avons déjà créé et réalisé 2500 maisons en briques, pas tous de la même qualité, mais ils sont faits en briques et ça peut tenir. Mais ces maisons-là ne peuvent pas tenir longtemps. Il y a quelques dizaines de maisons qui sont en train de tomber. Alors, il faut empêcher que ça leur tombe sur leur tête. On met un clou de plus et les bois cassent. Alors, c'est pour cela que pour ces gens-là, aujourd'hui, je suis obligé de continuer à voyager et à demander de l'aide. Nous avons mal à choisir à quelle famille nous allons donner une nouvelle maison. Nous ne pouvons pas faire plus qu'une centaine de maisons par an. Mais nous pourrions faire davantage si nous avions eu les moyens. Pour ce qui concerne cette famille, cette dame, elle était déjà avec ses 7 enfants depuis 3 ans dans cette maison en bois. Elle était dans le travail un exemple. Dans tout ce qu'il a fait dans la communauté, dans les villages. Elle était une dame qui participait au travail communautaire. Elle a scolarisé tous ses enfants. Elle travaillait avec une abnégation, avec un amour qui nous laissait vraiment souvent la bouche ouverte. Eh bien, aujourd'hui, nous l'avons invitée à entrer dans une nouvelle maison parce qu'elle était modèle dans les villages. On l'a choisie. Je pense qu'elle mérite d'entrer dans cette nouvelle maison.
Il est très important d'avoir un centre d'accueil où un pauvre, où un exclu, un abandonné puisse venir s'expliquer, puisse venir demander un secours, puisse être entendu. Malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir tout le monde. Les critères, c'est que ceux qui sont vraiment dans la rue, qui n'ont personne, qui n'ont qu'une famille, qui sont seuls, et qu'en partant de chez nous, ils doivent mourir dans la rue, eh bien, ils restent chez nous. Mais celui qui a encore de la famille, qui a encore quelqu'un qui s'occupe de lui, il rentre chez lui, on l'aide toujours un peu, mais il doit rentrer chez lui. Allez. Bon. Attends, Lisa, non? Regarde, lève ça. Ouais, lève. Pour moi, c'est très important d'avoir une relation avec ces petits-enfants qui sont le futur de ce pays, qui sont le futur de ce village-là. Quelle est la meilleure façon de jouer avec eux? Et d'être avec eux, de les enseigner un peu ce sport-là. Et les courants passent. Et c'est ça qui est le plus important. La personne que nous enterrons aujourd'hui, c'est une personne, un père de famille, jeune, 45 ans, et qui est mort de tuberculose. Eh bien, nous avons déjà enterré ici quelques centaines de pauvres. C'est un endroit, c'est pas seulement un cimetière, c'est aussi un endroit qui nous unit. C'est ici notre tombeau commun. Dia efa lasa ny ankoatrany zareo zao namantsika zareo satria efa nodiovan'Andriamanitra izy. Enganie ny razana rehetra ato amin'ny akamasoa Je sens que tous ces gens qui dorment là
Toutes ces personnes sont mes amis. Ce sont mes alliés auprès de leurs ancêtres. Et un ancêtre, une fois qu'il est mort, il est purifié par la force de Dieu. Ils sont nos alliés dans ce travail que nous réalisons, dans cette réinsertion des plus pauvres de la ville de Tananarive. Le 1er mai, la fête du travail, nous avons tous les ans organisé des marches, des rassemblements de tous les ouvriers. Et chacun explique dans son pancarte comment il conçoit le travail. Et souvent, on voit dans les pancartes un encouragement à faire bien leur travail, à le finir bien, à respecter leur travail, à aimer leur travail. Et on chante. Les ONG qui nous aident, les ONG européens, les ambassades, Monaco, ce sont des aides qui, pour nous, sont très importantes, mais quelquefois, elles ne durent pas longtemps. Nous, dans cette aide que nous donnons à ces familles sans abri, on ne peut pas les laisser à moitié de chemin. Nous devons aujourd'hui les accompagner jusqu'au bout. Et c'est là où nous demandons à ceux qui nous aident de nous faire confiance. Mahatsara, c'est un village qui est né il y a 5 ans, 6 ans. Et je me souviens encore comment à partir de cette colline, nous avons descendu avec une foule de gens qui sont les actuels habitants. Nous avons descendu comme à la conquête d'un nouveau terrain. « 125 familles se sont installées. Aujourd'hui, ils sont dans un environnement extraordinaire. Là, moi je pense que c'est le souhait pour tous les villages. Nous avons toujours conçu ce travail humanitaire que nous réalisons comme un partenariat avec l'administration, avec les responsables de l'État. Nous ne comprenons pourquoi l'administration nous refuse les aides que nous recevons et que cette aide alimentaire soit taxée. Nous demandons toujours respectueusement aux responsables, aux ministres, mais ayez une petite considération pour cette foule des gens que nous avons accueillis de la rue. Nous attendons toujours une réponse. Nos projets d'avenir, c'est surtout consolider ce que nous avons commencé. Donner des moyens complémentaires à nos écoles. C'est aussi améliorer la santé, assainir nos villages. Nous devons aussi créer de nouveaux emplois, c'est-à-dire les inventer, tout en tenant compte du savoir-faire et des acquis de nos gens pour qu'ils aient un travail stable.
Toutes ces idées, ce ne sont pas des pulsions passagères. Nous avons engagé notre vie pour Madagascar depuis 30 ans. Nous voulons dire et démontrer que là où il existe une volonté ferme, il y a aussi un chemin pour réussir et pour préparer un avenir meilleur pour tous ces milliers d'enfants.